Bonjour à tous ceux qui arrivent. Je vois que le nombre de participants augmente. Donc, on attend que vous puissiez entrer dans la salle de conférence. En tout cas, on est ravis de vous accueillir. Voilà, ça augmente tranquillement. Et on nous dit déjà bonjour. Bonjour à tous. Voilà, nous sommes à 12 participants. Nous attendons encore. On attend encore quelques minutes. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Enfin, quand je dis à ceux, à celles, on a C'est vrai qu'il toujours n'y a pas un beaucoup de public. kinés. Ouais, on a toujours un public très féminin quand on parle de cancer féminin, on a un public féminin. Et parfois quelques hommes. Alors j'espère que les hommes vont me faire mentir, que les kinés hommes vont arriver. On attend encore un peu. 11h03. On va commencer à 11h05, comme ça laisse le temps à tout le monde d'arriver. Donc j'en profite pour expliquer aux personnes qui sont déjà connectées que vous pouvez poser des questions. Vous avez en bas de votre écran Q et R, donc vous pouvez écrire vos questions. Voilà, tout le monde nous dit déjà, donc là, il y a la conversation. Alors, le mieux, c'est d'écrire les questions dans Q et R, et la conversation, c'est plus pour se dire bonjour, tout à l'heure au revoir. Et de toute façon, on essaiera de répondre. Alors, soit on répondra aux questions au fur et à mesure, si on voit que la question est complètement dans les échanges, on peut répondre tout de suite, soit on gardera un quart d'heure à la fin de l'exposé pour envisager toutes les réponses. Alors, nous sommes à 15. Et toujours pas de garçons. Il est trop tôt. Ils sont au sport. C'est exactement ce que je pensais, Léonore. Ça, c'est une question très importante. Pourquoi les femmes sont en train de se former et les hommes sont au sport? Après, on dit les femmes ne font pas assez d'activité physique, mais pas toujours évident. Hein. Alors, je regarde l'heure. C'est quand même bien équilibré, hein. Heureusement. Oui, non, je plaisante. C'était pour commencer le débat. Voilà. Allez, Je vais bon, être en minorité, là. mais heureusement que vous êtes là, professeur Lecuru. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Gentil. Eh bien, on y va. Allez, on commence. Voilà, ça arrive encore. Oh là, ça monte. J'attends un tout petit peu. Allez, encore une minute. Bon, allez, on va commencer. Nous prendrons en cours de route. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans cette conversation multidisciplinaire du Salon Rééduca. Donc, on a quand même la chance de pouvoir se rencontrer, même si c'est de manière virtuelle.
pour ce salon qui malheureusement a été annulé. Mais bon, on va essayer de travailler quand même ensemble, d'échanger autour de ce sujet sur les patientes actrices de leur traitement. Et donc, j'ai invité pour cette session le professeur Fabrice Lecuru, qui est chirurgien gynécologique à Paris, à Curie, à l'Institut Curie. Et puis, Éléonore Piot de Villard, qui est patiente expert et qui est vice-présidente de l'association Imagine, comme vous pouvez le voir sur l'écran, Imagine avec GYN. Donc, et moi, je suis Jocelyne Roland, kinésithérapeute. Et en fait, j'ai choisi de parler aujourd'hui des cancers pelviens et du rôle des patientes experts. Tout ça, bien sûr, en relation avec le chirurgien gynécologique et voir comment, dans cette nouvelle organisation, chirurgien, patiente expert, kiné, on pouvait travailler ensemble pour le bien-être de nos patientes. Donc, la première chose que je voulais dire, c'est que j'ai choisi aussi ce sujet parce que nous sommes en octobre, donc octobre rose. On fait une grande place au cancer du sein. Et pour autant, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de cancer pelvien, qui ont des parcours très semblables aux femmes opérées du sein, avec de la chirurgie, des traitements adjuvants. Et parfois, le kiné n'est pas trop familier avec ces patientes parce qu'on ne les voit pas toujours en kinésithérapie. Et pourtant, il y a beaucoup de choses à faire, un petit peu à l'image des femmes opérées d'un cancer du sein. Et je pensais que c'était intéressant de mettre un peu de turquoise, parce que je crois que la couleur des cancers pelviens, c'est le turquoise, et de mettre un peu de turquoise dans ce rose du mois d'octobre. Voilà, une sorte d'arc-en-ciel là encore, pour le bien-être des femmes et des patientes. Donc, ça, c'était la première idée. Et la deuxième idée, c'était de parler des patientes experts parce que c'est un concept qui est relativement récent, qu'on ne connaît pas forcément bien, nous, les kinés. Et donc, la première question que je vais poser à Éléonore, c'est de nous définir un petit peu le concept de patient expert. Alors, bonjour. Le patient expert, c'est avant tout un patient qui est atteint d'une maladie chronique. Alors, maladie chronique quelle qu'elle soit, hein, que les kinés peuvent rencontrer, spondyloarthrite, du diabète, etc. Et bien sûr, les cancers, hein, les cancers deviennent de plus en plus chroniques avec des séquelles quelquefois au long cours. Et ce patient expert, en fait, il a développé une connaissance fine de sa pathologie. Il a tiré une expérience qui peut devenir aussi une expertise. Et quelquefois, il s'est formé en plus, il a acquis des compétences. Et c'est un patient qui a envie de s'engager pour améliorer la prise en charge des autres patients, qui a envie de peut-être d'intégrer une équipe pluridisciplinaire en tant que patient expert, et qui a surtout envie de j'ai plus envie de parler, moi, de patient partenaire que de patient expert. Ce patient, il a vraiment envie de devenir partenaire d'une équipe pluridisciplinaire et d'une prise en charge. D'accord. Et donc, vous parliez de formation. Donc, il y a vraiment des cours de formation pour devenir patient expert. Alors, déjà, ce patient expert, ce qui est important, ou ce patient partenaire, c'est important que déjà, lui, il soit bien carré par rapport à sa propre pathologie, là où il en est. Il faut vraiment avoir fait un certain travail où je me situe. On ne va pas parler de deuil, mais est-ce que je suis capable, moi, de mettre de côté ce que je vis par rapport à la maladie, la douleur, les séquelles, etc., pour accompagner d'autres patients. Premièrement, ça, c'est très important. Deuxièmement, ce patient, il faut qu'il fasse partie d'une association de patients agréés, voilà, qu'il appartienne à un collectif de patients qui soit porteur un peu des attentes des autres patients qui vivent la même pathologie que lui. Donc, une association de patients qui aussi est soutenue par un comité scientifique, des médecins, etc. Donc, qui suit aussi les recommandations officielles dans la prise en charge de cette pathologie. Troisièmement, ce patient, partenaire ou expert, on lui recommande d'être formé. Donc, soit formé, il y a des grosses associations comme France Asso Santé ou d'autres qui proposent des formations de patients experts, ou alors des formations minimum aux 40 heures d'éducation thérapeutique, où nous avons à Paris l'Université des patients qui a été créée par le professeur Catherine Tourette-Turgis. Donc, moi, j'ai eu la chance de passer un DE et un master d'éducation thérapeutique et maintenant de préparer un doctorat.
où Catherine Tourette-Turgis a ouvert des sessions à la fois réservées aux professionnels de santé, infirmières, kinés, médecins, et à la fois aux patients experts, aux futurs patients experts. Voilà. D'accord, très bien. Et est-ce que ça arrive, est-ce qu'il est possible, par exemple, pour les patients experts d'intervenir dans les écoles de kiné, dans les IFMK? Alors, bien sûr. Alors, ce patient expert, il connaît très bien sa pathologie. Donc, qui mieux que lui peut transmettre son vécu. Cette année, je suis allée dans une école de kinésithérapie à Paris et j'ai présenté la façon dont je prenais en charge ma pathologie, donc le cancer du col, et puis mes séquelles de lymphodème aux membres inférieurs et aux parties génitales petit bassin. Donc, comment je m'étais formée aux autosoins grâce à mon kinésithérapeute, voilà, auto-drainage, auto-bandage. Qu'est-ce que c'était que les conséquences du cancer du col, voilà, en termes de qualité de vie, en termes, voilà. Et puis, comment on prenait en charge la pathologie, voilà. Et puis, la collaboration patient, expert, kiné, comment ça peut se passer aussi en ville auprès des kinésithérapeutes libérales, ou comment ça peut se passer dans le milieu hospitalier, dans les programmes d'ETP. D'accord, très bien. Voilà, donc on a un petit peu planté le décor de la situation. Donc, le patient, mais le patient expert qui apporte vraiment de l'information et qui nous aide à avancer dans les traitements kinésithérapiques. Et donc là, maintenant, je voudrais poser une question au professeur Lecuru. C'est dans ces traitements, dans la chirurgie des cancers pelviens, vous, professeur, qu'est-ce que vous attendez des kinésithérapeutes? Est-ce que vous prescrivez des séances de kinésithérapie et pour vous, quel est le rôle du kiné? Faut bien savoir que dans le suivi des patientes, on est effectivement fort démunis en tant que chirurgien ou autre, je dirais, professionnel de soins directs, euh, pour la prise en charge de tous les symptômes, de tous les effets à long terme des traitements qui ont été donnés. En plus, on n'a pas la formation, voilà, c'est pas notre métier, on n'a pas les connaissances. Donc, on a besoin d'aide et d'interlocuteurs autour de nous. Et je pense que vous êtes parfaitement placé pour aider, pour remplir ce rôle. En plus, j'apprends encore des choses sur les patients experts. J'avais quelques petites notions, mais je viens d'apprendre beaucoup de choses qui sont absolument passionnantes et qui vont clairement dans le bon sens parce que euh, c'est vrai qu'on a des résultats qui ont tendance à s'améliorer avec les années sur les taux de succès des traitements. Ça veut dire que les gens vont être guéris ou vont vivre très longtemps et donc il faut leur assurer une qualité de vie. Et ça, c'est un aspect qui est extrêmement important, mais j'en suis conscient premier, c'est qu'on le fait nous très mal dans les structures de soins parce que, encore une fois, ce n'est pas notre formation et on a besoin pour ça de spécialistes autour de nous. Et c'est là que vous intervenez très clairement. Et dans la prise en charge des cancers pelviens, par exemple, du point de vue chirurgical, vous avez, enfin, bien sûr, il y a des cicatrices. Donc nous, quand on est kinésithérapeute, c'est vrai que notre premier rôle, souvent par rapport aux chirurgies, c'est de prendre en charge les cicatrices. Il y a deux sortes de cicatrices. Il y a les grandes cicatrices abdominales, et puis vous intervenez aussi beaucoup par cœlioscopie. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Exactement, c'est-à-dire que nous, notre façon de réduire les séquelles, ça a été de réduire l'agressivité chirurgicale, que ce soit par les voies d'abord et donc les cicatrices, ou même les gestes qui sont effectués à l'intérieur au niveau du ventre ou du pelvis, où on ne cesse depuis 20 à 25 ans de réduire la toxicité ou d'essayer de réduire la toxicité de nos gestes et de nos traitements. On peut citer plein d'exemples, vous avez donné la cœlioscopie en alternative à la laparotomie, qui est aujourd'hui un standard, en tout cas pour certaines interventions, pas pour toutes. On a réduit la radicalité d'exérèse, c'est-à-dire qu'on enlève moins de tissu et donc on fait moins de dégâts. On peut citer le ganglion sentinelle en alternative au curage. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'exemples. Ça, c'est quand même une prise de conscience importante qu'il y a eu et qui porte ses fruits, mais ça ne suffit pas. Les cicatrices sont effectivement un gros problème et ce que nous, on observe beaucoup, c'est que les gens ont une perte de confiance. En fait. C'est-à-dire qu'ensuite, il y a une appréhension par rapport au corps, par rapport à la cicatrice, par rapport à l'utilisation du corps, de façon générale, que ce soit pour l'activité physique, le quotidien, la sexualité, tout ce qu'on veut. Une appréhension
de créer, de prendre un risque, d'avoir un danger, etc. Donc c'est là-dessus qu'il faut beaucoup, à mon avis, aider les patientes, les rassurer, les faire reprendre conscience de leur corps, de leurs possibilités, et essayer de faire en sorte que ce traitement ne soit qu'un épisode et pas un truc chronique. Ouais. Et là, je note quelque chose parce que c'est vrai que moi, je fais souvent la référence au cancer du sein parce que c'est ce que je connais mieux. Par exemple, le fait que vous disiez qu'il y a aussi la technique du ganglion sentinelle dans les cancers pelviens, ça, j'imagine que c'est très important parce que ça doit limiter les conséquences lymphatiques au niveau des membres inférieurs, par exemple. Absolument. Cancer gynécologique, hein, il y a des travaux qui sont encore en cours. Mais c'est vrai que les cancers gynécos ont eu, je dirais, du retard par rapport au cancer du sein dans le fait qu'on prenne conscience de la toxicité des interventions. Le lymphodème est vraiment le bon exemple. Quand on pensait au lymphodème, on avait l'impression que c'était uniquement le cancer du sein et qu'on avait réglé le problème avec le sentinelle. Et pendant ce temps-là, on continue à faire la même chose, c'est-à-dire à créer des lymphodèmes dans les cancers gynécologiques. Donc, mais là, ce travail-là est fait et ça va dans le bon sens. Voilà. Ah oui, c'est important ça. Et après, vous avez parlé vous avez parlé d'activité physique. Donc, j'imagine que dans les cancers pelviens, il y a aussi de la chimiothérapie qui va démuscler, qui va rendre les articulations un peu raides. Il y a aussi l'hormonothérapie parfois, parce que j'imagine qu'il y a un pourcentage de cancers pelviens qui sont hormonodépendants. Donc, tout ça, ça va permettre, enfin, ça va rendre plus difficile l'accès à l'activité physique. Et pourtant, l'activité physique est recommandée dans les suites de cancer pelvien. Peut-être que Éléonore peut nous dire un petit peu des choses par rapport à l'activité physique et aux difficultés d'aller vers l'activité physique. Alors déjà, je voudrais juste donner un chiffre. On pense qu'il y a très peu de cancers pelviens. Il y en a à peu près 15 000 par an, donc voire un peu plus. Donc, ce n'est pas anodin non plus. Alors, les femmes, nous, on le ressent, que ce soit dans les associations de patientes, comme Imagine, ou association Vivre Mieux, le lymphodème, dont je m'occupe un petit peu aussi. Les femmes ont peur de reprendre une activité physique, de, comme vous le disiez, de pousser sur les cicatrices, elles ont une peur du mouvement, une peur de la douleur. Donc, moi, j'ai envie de leur dire déjà, votre premier entraîneur, c'est la personne qui connaît le mieux votre corps, c'est votre kinésithérapeute. Il est habilité à faire des cours d'activité physique. Donc, c'est nous, en tant que patient expert, on fait passer ce message-là. Le kiné va faire un bilan avec sa patiente et il va pouvoir après mettre en place des exercices de rééducation. Alors, quand on a eu un cancer pelvien, on va déjà chercher avec son kiné et puis après en ville auprès d'éducateurs sportifs qui sont habilités à le faire. À renforcer ce plancher pelvien, à travailler sur la posture et la respiration, comme on pourrait le faire pour un cancer du sein, hein, ça ne change pas. On va aussi faire du renforcement musculaire des membres inférieurs qui ont été lésés par la perte de fibres musculaires avec tous les traitements adjuvants qu'il y a eu, etc. Donc, on va les orienter, bien sûr, sur votre Pilate, Jocelyne, ou on peut très bien faire de l'aviron aussi, on peut très bien faire de la marche nordique, etc. Ce qui va être important, je dirais, tout est bon à faire. Ce qui va être important, c'est vraiment la conscience du corps, la sollicitation des muscles profonds et la respiration. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'il faut, c'est apprendre aux patientes à gérer le positionnement de leur corps, la respiration pendant l'effort. Et finalement, les cicatrices, professeur Lecuru, les cicatrices, elles ne sont pas finalement si fragiles que ça, du moment qu'on les sollicite dans le bon sens. Absolument. Puis une fois que la cicatrisation est obtenue, il n'y a pas de raison d'imposer des restrictions et des limites. Hein. Et tout ce que vous racontez me paraît absolument essentiel, à la fois sur la reprise de conscience du corps et sur la façon de travailler et d'utiliser. Mais ça, c'est vous qui savez. Et justement, ce que disait Éléonore, c'est que le plus souvent, c'est la patiente qui a peur de solliciter son abdomen, son plancher pelvien, parce que c'est une zone qui a été fragilisée. Mais en fait, si on le fait progressivement, je pense qu'il n'y a pas de souci. Le tout, c'est de savoir le faire progressivement et en connaissance de cause. Alors, Jocelyne, vous disiez aussi tout à l'heure, vous parliez de notions, qu'il était important quand même
quand on a commencé à reprendre des séances avec son kiné ou avec son éducateur sportif, d'y aller progressivement, mais de mettre, on disait, une notion d'intensité. Il ne fallait pas que les cours soient trop faciles. Ouais. Ça, moi, je remarque ça au niveau du cancer du sein, mais je pense que c'est valable dans beaucoup d'autres pathologies. Souvent, quand il y a eu des traitements lourds, on a l'impression qu'il faut faire des choses à minima, comme si la personne n'avait pas du tout de passé physique, alors qu'en fait, on peut souvent faire des choses assez intenses. D'ailleurs, il faut que les activités physiques répondent à cette notion de dose pour qu'elles soient efficaces. Et en fait, on peut faire des choses assez intenses du moment qu'on le fait correctement, c'est-à-dire dans le respect de la biomécanique. Alors, c'est pour ça que moi j'aime bien le Pilate parce que c'est une gym où on va prendre vraiment, enfin, faire très attention au positionnement des segments, des articulations, en l'occurrence ici de l'abdomen, des lombaires, etc., pour ne jamais être délétère sur les différentes structures qui ont été abîmées par les traitements. Et donc, comme ça se passe très bien. Et les femmes ont besoin de ce côté challenge, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas forcément faciles, mais qui sont juste adaptées. Souvent, on a tendance à confondre adapté et facile. Par Est-ce qu'on exemple, pour le pourrait Pilate, aussi… souvent, moi, je dis, Excusez-moi, ouais, Jocelyne. je dis souvent, c'est pas plus facile. Le rose Pilate, c'est pas plus facile que le Pilate. C'est juste qu'on va aller chercher les positions et les exercices qui répondent aux besoins de cette femme. Et en fait, c'est comme ça qu'on progresse, mais c'est pas plus facile. D'accord. Est-ce qu'on Je vous ai pourrait aussi interrompu. imaginer que vous, en tant que kiné, on travaille aussi sur les cicatrices et sur les fibroses. Quand on a une laparectomie et qu'on est ouvert de là à là et que ce n'est pas une cellio, il y a un gros travail peut-être à faire sur les cicatrices. Oui. Et ça, logiquement, ça fait partie de notre travail. Quand justement, ça c'est important pour le professeur Lecuru pour les prescriptions. Parfois, les chirurgiens nous écrivent des prescriptions en disant massage de la cicatrice. Mais il faut savoir que nous, kinés, quand on prend en charge une patiente opérée d'un cancer pelvien, on n'a pas besoin de nous dire prise en charge de la cicatrice. On va plutôt nous dire massage et rééducation de l'ensemble du tronc et des membres inférieurs et d'un membre inférieur. Et nous, forcément, on va faire notre bilan. Et à l'intérieur de ce bilan, s'il y a une cicatrice, on va forcément la traiter. Et comme je dis souvent, alors je le dis pour le sein, mais je pense que c'est valable aussi pour l'abdomen, il y a la voie d'abord que l'on va traiter parce qu'elle peut être adhérente, etc., différents problèmes mécaniques. Mais aussi, il y a la voie d'abord et puis il y a la zone opérée qui peut être le siège de fibrose plus en profondeur. Et il y a les deux notions. La voie d'abord qui n'est pas forcément superposée parce que plus profond ou décalé au problème en profondeur. Mais tout ça, ça fait partie du rôle du kiné. Ça, c'est le rôle local, on dirait, loco-régional. Et après, il y a la prise en charge globale de la patiente. Parce que, comme je dis souvent, moi, mon rôle de kiné dans toutes ces pathologies, c'est de remettre les femmes sur pied. Puisqu'on nous demande de les aider à reprendre l'activité physique, il faut qu'elles en soient capables. Et pour ça, il faut des muscles, il faut savoir s'en servir, il faut avoir des articulations souples, il faut savoir s'en servir. Et comme ça, on les remet sur pied et après, elles vont faire de l'activité physique, celle qu'elles ont choisi de faire. Mais c'est vraiment notre rôle, c'est ça, c'est de remettre les femmes sur pied pour que tout se passe bien. Complètement d'accord. Après, je ne sais pas ce qu'en pense Éléonore, mais je pense que l'écoute des femmes et des patientes est quelque chose d'important parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes symptômes, les mêmes gènes, les mêmes besoins. Donc, il y a sûrement des choses assez spécifiques à apporter ensuite, assez individualisées, je dirais. Alors Oui, ça, ça on c'est. a… Ah pardon, excusez-moi Jocelyne. C'est Non, non, vrai que allez-y, allez. lors des programmes des programmes d'éducation thérapeutique qui sont maintenant mis en place dans de nombreuses structures de soins, comme à l'Institut Curie, moi j'ai la chance, et il y a d'autres patients qui le font aussi en tant que patients experts, de co-animer et surtout de co-construire des ateliers. On a co-construit, par exemple, Bouger avec ma douleur du cancer pour des femmes qui n'osent plus bouger, qui n'osent plus reprendre une activité parce qu'elles ont mal, qu'elles n'ont pas confiance, qu'elles ne savent pas quel mouvement faire. Donc là, c'est vrai qu'un patient expert qui a déjà vécu la même chose que
les autres patientes de l'atelier, eh bien, il est peut-être plus à même de pouvoir répondre à leurs questions et de pouvoir les orienter. Et on va essayer au travers de séquences, etc., de lever des freins, d'expliquer un petit peu comment il faut pratiquer. Et j'en profite aussi pour parler d'un autre champ qui concerne aussi la prise en charge par le kiné après les cancers pelviens, c'est la sexualité. Ça, c'est aussi super important parce que ça fait partie aussi de la bonne santé des patientes et de leur qualité de vie. Et ça, c'est quelquefois un point que les patientes n'osent pas aborder avec leur kiné. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est la globalité vers la qualité de vie en fait. Et il y a des kinésithérapeutes aujourd'hui qui ont des spécialisations, périnéologie, sexologie, et qui sont formés pour prendre en charge ces différents problèmes. Et ça, c'est très important de savoir aussi, et puis de faire passer le message aux prescripteurs pour dire, voilà, on peut aider globalement les femmes à être mieux à tout point de vue, et aussi toujours par rapport à la mécanique en fait, parce que le kinésithérapeute, c'est le thérapeute de la mécanique, et au niveau de la sexualité, il y a aussi de la mécanique, il y a des tissus, il y a des fibroses, il y a des rétractions, il y a voilà, tout un tas de choses à faire, et puis aussi aider, comme vous disiez tout à l'heure, Éléonore, il y a de la kinésiophobie par rapport au mouvement et l'activité physique, mais les femmes aussi sur le plan sexuel, quand elles ont été entre guillemets malmenées dans des zones génitales, elles ont du mal à reprendre aussi une activité sexuelle. Et aussi, les kinés peuvent aider dans ce sens-là aussi, pour reprendre confiance aussi dans ces zones plus intimes. Ça veut dire que vous allez toucher? Parce qu'on a quelquefois des kinés, on leur demande de traiter la fibrose des parties génitales ou des problèmes comme ça, et certains kinés disent qu'ils ne prennent pas en charge ces parties-là, ils ne veulent pas les toucher. Alors, je pense qu'il y a des kinésithérapeutes qui sont spécialisés et qui seront plus à même de savoir comment faire, parce que c'est vrai que c'est une thérapeutique un petit peu spécifique qui nécessite souvent des formations complémentaires. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a encore des kinés qui n'incluent pas ce genre de technique dans leur arsenal thérapeutique. Après, il faut savoir justement, quand on est kiné, je pense que ce qui est très très important, c'est qu'on sache orienter la patiente quand on ne sait pas faire ou qu'on ne veut pas faire. Ce qui est essentiel, c'est d'orienter la patiente vers quelqu'un qui sait faire. D'où l'importance des réseaux de soins, des réseaux de kinés, et puis des fameux, de ces listings entre guillemets qui peuvent être mis à disposition maintenant via Internet des prescripteurs. Parce que souvent, ce qui manque souvent, c'est ça, c'est le lien entre les prescripteurs et puis les patientes qui cherchent un kiné et qui ne trouvent pas parce qu'elles ne savent pas où s'adresser. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus, parce que c'est un problème qu'on a effectivement beaucoup. Hein, moi, Écurie, je suis bien entouré, donc ça va. Mais pour les gens qui habitent très loin, par exemple, c'est compliqué. Donc, ou qui habitent en province, j'ai pas d'adresse à leur donner. Donc, c'est vrai que ces réseaux, ces affichages, ces présentations sont très importants. Il faudrait que vous nous expliquiez. Là, au niveau des cancers du sein, il y a le réseau des kinésithérapeutes du sein qui s'est développé. À l'initiative de kinésithérapeutes qui à l'origine sont sur Bordeaux et qui ont eu l'idée de regrouper tous les kinés qui se sont formés spécifiquement à la prise en charge du cancer du sein. Et c'est une inscription volontaire. Hein. Tous les kinés ne sont pas sont pas directement inscrits quand ils se sont formés, mais ceux qui s'inscrivent, et il y en a un peu plus de 500 maintenant un peu partout en France, ceux qui s'inscrivent sont vraiment des kinésithérapeutes qui sont motivés pour une prise en charge sérieuse des femmes opérées du sein ou des hommes opérés du sein également. Et donc là, maintenant, il y a un site internet qui s'appelle le réseau des kinés du sein.fr et qui permet aux patients de trouver un kinésithérapeute dans leur région de France, puisqu'il y en a plus de 500 et dans la France entière. Au niveau des cancers pelviens, et là, je ne saurais pas vous dire s'il y a des réseaux qui sont organisés. Je ne sais pas, là, moi, la périnéologie, ce n'est pas forcément mon domaine d'expertise. Ça serait intéressant si quelqu'un dans l'assistance connaît des réseaux où on peut trouver des kinésithérapeutes spécialisés. Je pense que c'est le moment d'échanger cette information.
Et puis, ne pas oublier qu'on peut passer, comme le disait Éléonore, par des associations de patients. Donc, Éléonore, vous avez créé Imagine. Peut-être que vous pouvez nous en parler. Alors, je n'ai pas créé Imagine, hein. Je suis vice-présidente d'Imagine et présidente de l'Infosport. C'est vrai que c'est important quand on est patiente de pouvoir se rapprocher d'autres femmes qui ont vécu la même chose que soi. Donc, nous, on essaye de les orienter, en tout cas, quand elles sont en traitement et qu'elles sont un peu en quête d'informations, qu'elles sont pas très rassurées, ben, on les oriente vers, on va dire, des centres experts en fonction du cancer qu'elles ont. Et puis après, on les informe, on les accompagne, on a une ligne d'écoute téléphonique, on a des cafés Imagine, on a un site internet qui délivre toutes les fiches d'information possibles. Et puis aussi l'objectif d'une association de patientes, c'est aussi de mettre à disposition toutes les informations scientifiques qui sortent. Une association de patients, ça se doit d'être proche de la recherche clinique et on relaie un peu toutes les dernières recrutements pour des études cliniques qui pourraient sortir parce que là, le monde de la recherche scientifique est vraiment très actif dans la recherche des cancers gynécologiques. Et vous voyez, par exemple, un travail qu'on a fait il y a récemment avec Imagine, on est adhérent de Engage ESGO, l'association de patientes européennes dans les cancers gynécologiques. Ben là, on a retraduit, par exemple, les guidelines sur le cancer du col, sur la prise en charge du lymphodème, la prise en charge européenne du lymphodème pour les patientes. Donc ça, c'est notre rôle en tant qu'association de patients, en plus d'informer sur les réseaux qui existent. Voilà. Alors, on a eu une réponse d'Audrey qui nous dit je ne connais que la CIREP ou l'AREP qui décrit bien les formations spécifiques des kinésithérapeutes en périnéo. Alors oui, ce sont des sociétés savantes qui regroupent, qui proposent des formations ou des congrès, mais est-ce qu'ils ont un annuaire des kinésithérapeutes formés? Parce que tout le monde ne fait pas. Enfin, moi, je sais que j'ai justement à l'origine, vous vous souvenez, professeur Lecurus, c'est vous le premier qui m'aviez demandé de mettre à disposition un listing des kinés formés dans la prise en charge du cancer du sein. Ce que j'ai fait moi avec mon site Se reconstruire en douceur, c'est-à-dire que tous les kinés que je forme au cancer du sein sont listés dans ce site Se reconstruire en douceur. Depuis donc le RKS, le réseau des kinés du sein, c'est encore, j'ai envie de dire, c'est encore mieux parce que on est sûr que les kinés qui sont listés ont une activité actuellement avec des femmes opérées du sein et sont motivés à la faire le mieux possible. Et donc Audrey nous a répondu, elle dit oui, il y a un annuaire sur les sites de la CIREP ou de l'AREP. Donc ça, ce sont des associations mais pas sur les cancers pelviens, oui, mais sûrement sur la prise en charge périnéologique, donc forcément un petit peu, voilà, plutôt sexologie ou thérapie manuelle périnéo. Très bien. Et ça peut être déjà un début. Et je voulais parler aussi de mon réseau cancer gynéco. Je pense, Éléonore, vous connaissez Laure Guéroux-Acola, qui a créé mon réseau cancer du sein et mon réseau cancer gynéco, entre autres, parce qu'elle a créé aussi mon réseau cancer du poumon et mon réseau cancer colorectal. Mais voilà, ce sont aussi des associations de patients, des réseaux de patients qui peuvent permettre de trouver de l'information. Et j'invite les kinés à se connecter sur ce genre de site, à visiter Imagine France, à visiter mon réseau cancer gynéco pour avoir des informations sur sur le vécu des patients et aussi sur des contacts qui peuvent être intéressants dans leur région. Et j'ai relevé, Éléonore, quelque chose, vous parliez de quelque chose que vous avez créé à Curie, donc c'est ça, Bouger avec ma douleur. Alors, on a mis en place, donc cet atelier existait déjà et on l'a un petit peu transformé avec une des kinés de l'Institut. Donc, un atelier Bouger avec ma douleur. En fait, elles peuvent faire un parcours individualisé au sein de l'unité transversale d'éducation thérapeutique qui va répondre vraiment à leurs besoins spécifiques, soit autour de la douleur, soit autour de la fatigue, etc. Et donc, cet atelier, c'est leur expliquer les bonnes modalités de pratique de l'activité physique quand on est en traitement pour un cancer, quand on est en rémission
ou quand on est en rémission, ou quand on est peut-être sous hormonothérapie. L'intérêt aussi, c'est de mélanger différents cancers. Ça peut être aussi enrichissant d'entendre d'autres patientes qui n'ont pas forcément le même vécu. Et puis de leur dire vers quelle pratique s'orienter, et surtout les amener à reprendre confiance dans leur corps. Donc on a des petits jeux de rôle, on a des photolangages, etc. Pour qu'elles construisent des solutions, en fait, leurs propres solutions. Voilà. Et on a aussi créé un atelier, on a co-créé un atelier que j'anime aussi, Sexualité du cancer. D'accord. Voilà, un atelier très pratique, très concret, avec des vraies solutions qu'on va mettre en œuvre. Voilà. Et justement, ce que vous avez créé, Bouger avec la douleur, ça a été répercuté dans d'autres lieux en France, ou bien c'est juste à Curie, à Paris? Alors là, il y a un grand projet qui a été mené par l'UTEP de Curie et le docteur Renaud Tessier, qui est médecin de la douleur. Et effectivement, il y a un projet en recherche interventionnelle des populations qui a obtenu un financement avec l'INSERM. Et ce projet, Douleur du cancer, donc qui regroupe 5-6 ateliers autour de ça, avec des thématiques différentes, il va être dupliqué dans 4 autres centres, dont 2 à Paris et 2 en province, dont Angers, si je ne me trompe point. Et donc, ils vont répercuter. Il y a une étude qui va être menée pendant 5 ans autour de ces différents centres pour voir l'impact d'un programme de TP autour de la douleur sur la prescription après en ville et sur la qualité de vie des patients. Donc, c'est très important. Ah oui, c'est très intéressant. Et c'est vrai que ça peut donner des idées aux kinésithérapeutes de rechercher dans leur région des contacts pour mettre en place ce genre de choses, parce que ça me paraît fondamental. Moi, j'aime beaucoup cette notion bouger avec ma douleur, parce que c'est vraiment ça, en fait. C'est surtout pas s'abstenir de bouger parce qu'on a une douleur, mais c'est apprendre à mieux la gérer. Et ça fait complètement partie du rôle du kinésithérapeute, donc c'est très intéressant. Ben, s'il y a des publications, des choses qui sortent sur ce projet, sur cette réalisation, j'espère que vous le partagerez, qu'on puisse… Tout à fait. Et là, on a la chance à l'Institut Curie que l'Institut souhaite collaborer avec des patients experts. Et j'ai été intégrée dans l'équipe de recherche en tant que patient partenaire de cette recherche-là. Ouais, c'est passionnant. Comme quoi, le patient expert est vraiment partie prenante aujourd'hui de tout ce parcours de soins et pour aider vraiment les patientes. Je repense juste à quelque chose qu'on a dit, on en a parlé un petit peu tous les trois avant. Souvent, les femmes disent à partir de quand je peux reprendre l'activité physique, parce que c'est la grande question. Et souvent, elles ont l'impression qu'on va leur donner un calendrier. À telle date, on peut reprendre l'activité physique. Et en fait, on peut reprendre souvent très tôt. Les femmes peuvent reprendre beaucoup plus tôt si, encore une fois, on leur apprend à bien utiliser les régions opérées, en fait. Enfin, ça rejoint un petit peu ce que vous venez de dire par rapport à bouger avec sa douleur. C'est apprendre à bouger, en fait. Apprendre Exactement. à bouger parfois assez tôt, finalement, dans le parcours. Alors, il y a aussi une autre recommandation qu'on pourrait faire. On a des patientes qui ont testé, je l'ai fait aussi. On a maintenant des cures thermales qui sont habilitées après cancer, ou après cancer et sexualité, ou cancer et lymphœdème, et qui permettent au cours de programmes de 3 semaines, sous la surveillance bien sûr de kinésithérapeutes qui sont formés à ça, de reprendre des séances d'activité physique adaptée qui ne sont pas plus faciles, comme on l'a dit tout à l'heure, qui font travailler aussi, mais ça va être vraiment un travail où la patiente va réapprendre à bouger, à mieux bouger, à reconstruire, à reconstruire le mouvement de A à Z pour après regagner une autonomie. Donc, ces cures thermales qui sont autour de ces thématiques-là, ça peut aussi être un bon début. Ah oui, tout à fait. Oui, il ne faut pas les oublier. C'est souvent très important pour les femmes pour se reconstruire aussi plus globalement. Alors, je pense que peut-être pouvons-nous laisser la parole aux spectateurs. Est-ce que vous avez des questions à poser? Donc là, vous pouvez les écrire soit dans Converser, bien sûr, soit dans questions et réponses. Si vous avez
voilà, des questions ou des remarques à nous proposer. Je crois qu'on a eu, on disait tout à l'heure qu'on n'avait qu'un public féminin, mais j'ai cru voir arriver un homme, voilà, Pierre Bonnefoy. Pierre, non? C'est. Pardon? Ah, une voix masculine? Non. Mais ça aussi, c'est une remarque qui est un petit peu humoristique, mais c'est vrai qu'on disait au début qu'on avait un public féminin dans la prise en charge des pathologies féminines, mais en fait, ça serait enfin, il n'y a pas de raison de n'avoir qu'un public de professionnels féminins. Ça serait bien aussi d'avoir des hommes dans ce genre de rééducation. Moi, je sais que pour les formations cancer du sein, j'en ai un de temps en temps. Bon, ça ne fait pas réagir davantage les questions. Alors moi, j'avais une question à poser au professeur Lecurie. On a quelquefois des patientes qui, à distance des chirurgies, continuent à avoir des problèmes au niveau des muscles du sphincter. Je ne sais pas si on dit ça. On dit ça. Il peut y avoir des désordres à ce niveau-là. Est-ce qu'elles peuvent quand même reprendre une activité physique? Est-ce qu'il y a un travail absolument, il n'y a spécifique à pas faire? de. Ouais, mais c'est toujours un peu ce qu'on a dit depuis le départ. C'est-à-dire il peut y avoir des douleurs ou des choses qui sont directement liées au traitement. Donc là, c'est une prise en charge, je dirais, assez spécifique. Et après, il y a surtout un gros travail de remise en confiance. Beaucoup ce que moi j'ai remarqué, hein, beaucoup de patientes s'interdisent, pensent que c'est dangereux de faire certains mouvements, de faire du sport, de reprendre une activité sexuelle, etc., etc. Et les deux volets sont importants. Ils sont assez différents. C'est vrai que la prise en charge, je dirais, des séquelles vraies est vraiment très très spécifique. Euh, Par contre, la remise en confiance concerne absolument toutes les patients. Mais je pense que là encore, il y a des kinésithérapeutes spécialisés dans la prise en charge périnéale qui peuvent aider ces femmes. Éléonore, est-ce que ces patientes ont déjà des suivis kinésithérapiques? Alors, j'ai un peu l'impression que souvent, quand les patientes, il y a une fausse croyance qui pense qu'il n'y a que les patientes qui ont été opérées du sein qui ont besoin d'être suivies chez un kiné. On a beaucoup de patientes après les cancers gynéco qui ne vont plus chez le kiné et qui ont beaucoup de rétractation, de sensations douloureuses au niveau des lombaires, au niveau des parties génitales, au niveau du haut des cuisses, etc. et qui malheureusement ne sont pas suivies. Oui, mais je Oui, pense il y a encore un gros travail à faire pour les cancers pelviens, pour que les gens prennent conscience de tout ce qu'on peut leur apporter, à la fois qu'on a bien compris tous les problèmes que ça pouvait générer et en même temps qu'on pouvait les aider. Ça, je pense que ce travail a été bien fait au niveau du sein dont on a beaucoup parlé. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut faire la même chose sur les cancers gynéco. Ouais. Je crois qu'il y a un travail à faire dans nos trois domaines, en fait, à la fois le prescripteur, les patientes qui devraient demander finalement des prescriptions, mais elles ne savent pas qu'elles y ont droit ou qu'elles ne savent pas ce que ça peut leur apporter comme bénéfice. Et puis les kinésithérapeutes qui doivent oser prendre en charge ces femmes et qui ne savent peut-être pas. J'ai regardé, j'en parlais au début, je crois, ou avec vous avant en aparté, mais dans les études de kiné, la notion d'oncologie, vraiment spécifique, comme un domaine spécifique du kinésithérapeute, n'a été formulée dans le programme qu'en 2015. Donc, on peut imaginer que, donc avant, comme je vous le disais, bon, le cancer du sein, c'était enseigné dans la notion de drainage lymphatique, ce qui est finalement plus une technique qu'un domaine. Et donc, on peut bien imaginer que tout ce qui est prise en charge des cancers pelviens, ça n'a pas été développé et que ça a dû commencer à l'être quand les études sont passées de 3 à 4 ans. Donc, vous voyez, c'est tout récent. Donc, ça veut dire qu'il faut que ça fasse son chemin et que les kinésithérapeutes doivent aussi revendiquer cette capacité à aider ces patientes avec les patientes qui demandent et les prescripteurs qui prescrivent, qui orientent. Parce qu'effectivement, c'est vrai que pour nous,
en tant que patiente, en tant qu'association de patientes, eh bien, vous voyez, on pourrait très bien émettre l'idée de faire une fiche en commun avec, avec vous, Jocelyne, qui recommanderait un peu les bonnes pratiques, le petit check-up à demander à son kinésithérapeute après ses interventions de cancéro-gynéco, qui reprendrait un petit peu ce renforcement du plancher pelvien, etc. etc. Ouais. Mais vous savez, j'ai discuté récemment avec les gens de l'AFSOS, donc l'Association francophone des soins oncologiques de support, parce que nous, on a encore des problèmes avec la prescription dans le cadre du cancer du sein, où on a encore beaucoup de chirurgiens qui nous prescrivent drainage lymphatique du membre supérieur, alors qu'il n'y a absolument aucune trace d'œdème et qu'on a d'autres choses à faire beaucoup plus largement sur le corps féminin. Eh bien, en discutant avec l'AFSOS, on a convenu que peut-être faudrait faire un référentiel de prescription de kiné en oncologie. Et à ce moment-là, on envisagerait tous ces domaines qui, pour l'instant, sont un peu des parents pauvres de la prescription et qui pourtant sont fondamentaux parce que une femme qui a connu ce parcours du cancer pelvien, elle mérite d'avoir une prise en charge globale pour être en bonne santé longtemps et en forme. Donc là, le kinésithérapeute a un rôle prépondérant à jouer. Donc on va, vous voyez, moi, ce que je viens de prendre conscience là, mais mieux vaut tard que jamais, que si on fait un référentiel des prescriptions en kinésithérapie, eh bien les patients experts auront un rôle, et les patients experts en général auront un rôle extrêmement fondamental pour nous guider dans ces référentiels de prescription. Donc là, il y a un gros travail à faire ensemble, mais c'est bien. C'est vrai qu'il faut rappeler que les cancers gynécologiques sont beaucoup plus lourds, souvent chirurgicalement, que les cancers du sein. Et c'est des cancers il y a un taux beaucoup plus important de patientes qui restent suivies très longtemps parce que des récidives de leur cancer initial. Donc, c'est des choses qui sont beaucoup plus lourdes et donc qui mériteraient un suivi chez un kinésithérapeute beaucoup plus important. Voilà. Ouais. Alors, Justine nous pose une question. Elle dit: existe-t-il un réseau de kinés expérimentés sur l'Île-de-France? Prochainement en formation avec vous, Jocelyne, pour la prise en charge des patientes atteintes du cancer du sein en novembre sur Paris. Je souhaite m'inscrire dans ces prises en charge spécifiques et me former auprès des réseaux évoqués durant cette conférence. Ayant plusieurs patientes malades du cancer, j'aimerais pouvoir leur donner ces infos de réseau. En effet, dans la formation initiale, cette spécificité de terrain n'est pas abordée. Comme on le disait, Justine, il y a des réseaux pour l'instant par rapport au cancer du sein. Il y a des réseaux, on a vu tout à l'heure des annuaires, on l'a vu noter. Donc la CIREP et l'AREP donnent des informations sur les kinés qui sont formés. Et puis vous avez donc l'association Imagine qui véhicule de l'information. Donc il n'y a pas forcément de kiné. Vous ne donnez pas d'annuaire de kiné référent, Éléonore, dans Imagine France? Non, Imagine, non, pas de bon annuaire de kiné référent. Il y a aussi sinon l'association Vivre mieux le lymphodème, AVML, qui, voilà, elle, oriente sur des kinés qui travaillent sur les séquelles de lymphodème gynécologique. Voilà. Voilà. Et puis l'AKTL, on peut citer l'AKTL aussi, qui est l'association des kinésithérapeutes qui sont spécialisés dans le traitement lymphatique. Ça, c'est pour toutes les personnes qui souffrent de lymphodème. Alors, je crois qu'il y a une autre question encore. Alors, Sylviane nous dit, je voulais revenir sur la prescription, le massage et rééducation. Donc, la prescription, le massage et rééducation des cicatrices n'existe plus dans la nomenclature. Voilà, oui, tout à fait. Mais ça, c'est une notion importante. Je l'évoquais tout à l'heure. Quand un chirurgien ou un médecin nous écrit sur l'ordonnance massage des cicatrices, nous, déjà, on sait forcément qu'on va le faire parce que ça fait partie de notre rôle. Et donc, comme je vous le disais, on n'a pas besoin qu'on nous le dise. Et surtout, effectivement, comme c'est précisé là dans la remarque de Sylviane, ça n'est pas dans la nomenclature kiné. C'est-à-dire que nous, quand on reçoit une prescription d'un médecin, il faut que l'on transforme ça en acte de kiné. Et massage des cicatrices n'existe pas.
parce qu'en fait, ça va de soi. Donc, on n'a pas de cotation qui correspond. Si le Oui, c'est chirurgien… typiquement les informations que nous, on n'a pas. Voilà. Donc, c'est pour ça que ces échanges sont extrêmement intéressants. Tout à l'heure, Oui, vous abordiez la question de la place de toute votre discipline là, au sein des études de kiné. On pourrait faire le parallèle avec les études de médecine ou la formation des spécialistes, hein. Donc, d'ailleurs, je pense que je ne vais pas tarder à vous solliciter pour un enseignement, parce que ces informations-là, non, mais c'est vrai, les ouais. choses que vous pouvez offrir et la façon d'y accéder sont extrêmement importantes, doivent être connues de Oui, tous les gens qui prennent en charge les cancers. oui, oui. Il Et c'est pour faut ça faire que… passer ces informations-là si on veut que les choses ouais, bougent dans le bon sens. exactement. Et nous, justement, au réseau des kinés du sein, on essaye de travailler pour avancer sur une bonne prescription, parce que la bonne prescription oriente aussi la connaissance de la patiente. Parce que, en fait, une patiente qui vient avec une idée, par exemple, de drainage lymphatique du bras, alors qu'il n'y a pas d'œdème, elle s'attend à ce qu'on lui draine le bras. Et puis, elle s'attend surtout à ce qu'elle se repose et nous, on draine. En fait, on lui dit, ben non, nous, on va faire du muscle, on va bouger, on va vous apprendre à bouger, on va vous apprendre à bouger chez vous quand vous êtes seul et que le kiné n'est pas là. Et c'est une autre disposition d'esprit. Donc, la formulation de l'ordonnance, de la prescription, elle est capitale pour la bonne Et compréhension du quelle est la bonne traitement. formulation, justement, alors? Ben, pour le sein, par exemple, c'est massage et rééducation. Pour l'instant, hein, dans l'état actuel des choses, c'est massage et rééducation du membre supérieur, de l'épaule et du tronc. Et justement, on est en train de travailler sur une nouvelle formulation qui serait vraiment adaptée au cancer du sein, parce que ce que je vous ai dit là, c'est une formulation qui existe pour toutes les prises en charge en rhumato, dans les troubles musculo-squelettiques. Ce n'est pas une nomenclature, enfin une prescription spécifique du cancer du sein. Mais c'est pour ça que ce travail qu'on va pouvoir mener, par exemple avec l'AFSOS, va être très important pour définir les référentiels de prescription. Et ça, je pense que ça devrait être l'objet du travail des mois qui viennent, mais c'est capital. Parce que ça permettra de faire connaître ce que l'on fait vraiment dans les séances de kinésithérapie. Et aujourd'hui, beaucoup de prescripteurs ne savent pas du tout ce que l'on fait. Et pourtant, les femmes qui viennent nous voir, elles sont ravies et elles se sentent mieux et on les aide. Et je parle pour les cancers du sein, mais je pense que ça serait pareil pour les cancers pelviens. C'est exactement la même chose. C'est hyper important ce que vous dites, Jocelyne, à la fois dans ces futurs référentiels de l'AFSOS, d'intégrer des patients qui fassent remonter les besoins propres à chaque cancer pelvien. Et puis, deuxièmement, le contenu là, de vos séances, c'est super parce que ça va vers l'autonomie de la patiente. La patiente, il faut qu'elle. L'idée, c'est pas qu'elle vive toute l'année avec son kiné. C'est que Ouais. si elle a ces séquelles à long terme, eh ben, il faut qu'elle puisse partir en vacances, qu'elle puisse travailler, qu'elle Oui. puisse se passer de son kiné. Donc, effectivement, Oui, oui. c'est construire une séance avec la patiente qu'elle soit capable de refaire en autonomie, quoi. Exactement. Moi, j'ai été étonnée pendant le confinement parce que j'ai animé pas mal de webinaires et les femmes qui disaient je ne peux plus aller voir mon kiné, je suis perdue, du coup, ça va pas. Et en moi-même, je me disais mais c'est fou que ces femmes n'aient pas au moins à faire des choses chez elles en termes d'exercice ou d'autodrainage et que déjà ça les aide. Et souvent, elles étaient complètement démunies parce qu'on n'avait pas pris soin de les éduquer à une hygiène de vie, à un mode de vie que tout le monde devrait avoir. C'est-à-dire travailler ses petits déficits, ses petites faiblesses tranquillement à la maison. Alors Et là, ça, le rôle des associations de patients, pendant le confinement, par exemple, ça a été, nous, de pouvoir, en tout cas sur le lymphodème, de pouvoir diffuser aux patients des fiches d'autodrainage, pas ouais. d'autobandage, parce que là, il fallait quand même que le kiné puisse, voilà, mais en tout cas des fiches d'autodrainage ou des fiches d'exercice de mobilisation pendant le confinement pour que ces patients qui étaient très pris en charge par leur kiné puissent, pendant les 2 mois et demi de confinement, voilà, continuer à vivre correctement. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Parce que je crois qu'on a un peu débordé sur le temps qui nous était imparti, mais c'est très bien. Je pense qu'on avait plein de choses à dire. Alors voilà, il y a Audrey qui nous pose une question et qui nous dit existe-t-il une association de patientes expertes dans le cadre du cancer du sein? Alors, il y en a plusieurs.
Il y a plusieurs associations de patients qui ont été créées dans le cadre du cancer du sein. On a parlé tout à l'heure de mon réseau Cancer Gynéco. Il y a une seule association, il y a 4 associations de patients en cancérologie qui sont agréées par le ministère des Solidarités et de la Santé. Il n'y en a que 4 en France. Il y a la Ligue contre le cancer, Rose, l'association Rose, Imagine, et une 4e association, Vivre avec, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est important aussi de se rapprocher d'une association qui est agréée, qui porte un peu cette mission de santé publique. Hein. C'est important, on a des messages à faire passer, il faut qu'ils soient sérieux. Mais autour du cancer du sein, il y a beaucoup d'associations. Et je pense qu'il faut par exemple se rapprocher des hôpitaux autour de chez nous parce que il y a des hôpitaux qui justement font venir des patients experts pour travailler un peu comme vous le faites, Éléonore, à Curie. Moi, j'en connais donc avec l'hôpital américain. Je sais qu'il y a une patiente, elle vient de terminer son DU de patiente experte pour aider à travailler, pour travailler dans l'hôpital pour aider les patientes. Donc, je pense qu'entre ce que vous avez donné, Rose Up, Imagine, la Ligue contre le cancer et Vivre avec, et puis aussi aller se renseigner autour de chez nous, voir dans les hôpitaux qui prennent en charge, dans les instituts du sein, voir s'il y a des patientes expertes qui sont attachées à ces services spécialisés. Exactement. Et puis quand on a aussi, je pense quand on a des patientes qui on a souvent des patientes qui sont dynamiques, qui ont envie d'aider autour d'elles parce qu'elles sont passées par ce parcours et qu'elles veulent que cette expérience les aide, mais aide aussi d'autres femmes. Il faut les encourager à faire des formations officielles et à prendre en charge ces actions. Moi, j'ai des patientes que je fais souvent témoigner dans mes formations cancer du sein et elles disent toujours des choses fondamentales pour les autres patientes et donc pour les kinés qui écoutent leurs témoignages. C'est pour ça que la notion de patient expert est une notion extrêmement importante, je trouve. Mais ça sous-entend que ce patient expert, je le redis, il collabore pas tout seul, il doit faire partie d'une structure associative, il doit porter un projet autour de la pathologie qu'il représente. Et puis, c'est un travail qui se fait en partenariat pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il va vraiment être au milieu d'une équipe de chirurgiens comme le professeur Lecuru, d'oncologues, de kinésithérapeutes comme vous, Jocelyne, de pharmaciens, d'orthésistes, de médecins de la douleur. C'est un peu le liant entre tous ces professionnels et les patients qui va accompagner. Et ce patient expert, il peut faire de la recherche, il peut faire de la formation auprès des futurs professionnels de santé ou dans la formation continue des professionnels de santé. La loi de santé Mon Patient 2022 dit d'ailleurs qu'il y aura de plus en plus de patients experts dans les formations initiales de médecins. Donc ça, c'est important. Et puis, il peut être patient éducateur, il peut faire beaucoup de choses, mais il doit être formé. Ah oui, exactement. Mais c'est très bien, très, très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, professeur Lecuru. Merci beaucoup, Éléonore. Merci aux kinésithérapeutes qui nous ont écoutés. Vous savez que vous pourrez retrouver cette conversation multidisciplinaire en replay. Et puis, je crois qu'il y a des petites remarques. Voilà, merci beaucoup. Et donc, Cécile qui nous dit, je vais chercher les réseaux sur le sud-ouest. Voilà, exactement, il faut… voilà, et Cécile qui nous dit qu'elle a découvert cette notion de patient expert. Donc, c'est très bien parce que je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment être bénéfique pour nous tous. Merci beaucoup, bonne journée à tous et à une prochaine fois sur les ondes et pourquoi pas en présentiel avec plaisir. Moi, j'aimerais bien assister à un atelier Bouger avec ma douleur à Curie. Ah bah super, on vous accueille. Vous saluez, professeur Lecuru, et puis parce qu'on avait dit qu'on se rencontrerait pour justement parler des prescriptions kiné. Et Éléonore, eh bien, on reste en contact pour échanger et continuer à travailler ensemble. Avec grand plaisir. Vraiment avec grand plaisir. Avec grand plaisir également. Ok, merci à vous et puis très bonne journée. À bientôt. Bon week-end. Au revoir à tous. Au revoir. Très bonne journée aussi, bon week-end.